je dis que j'étais la seule à travailler sur la tech, j'étais aussi la seule à comprendre ce que c'était faire du développement, travailler avec des gens qui étaient des experts dans la construction, mais c'était des gens qui n'avaient aucune facilité à comprendre ce que c'était, même comment fonctionnait un ordinateur. Je propose le rôle de CTO. J'avais pas envie de dire oui, mais j'ai dit oui parce qu'on ne dit pas non à un poste comme ça, en vrai. J'y croyais tellement, je croyais tellement qu'on allait réussir. Enfin, pour moi, c'était impossible que ça coule. En novembre 2023, on nous casse vide, chômage économique pour tout le monde, de décembre 2023, et fin de l'aventure, rideau. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien, aujourd'hui, je suis en compagnie de Coraline Faury, qui est ancienne CTO et créatrice de Tessa. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Bien sûr. Alors moi, je suis Coraline Faury, comme tu viens de le dire, ancienne CTO d'une boîte de Contech, construction de technologie, et créatrice de Tessa, qui est une plateforme web visant à automatiser l'étude de faisabilité et la conception de projets de construction modulaire. Et ça fait plus de 10 ans que je suis à Londres maintenant. Et à la base, je suis allée à Londres pour faire un master en mécanique des fluides en CFD. Et donc, moi, je suis entrée dans le monde de la construction en tant qu'ingénieur en mécanique des fluides. Donc, un parcours un peu différent. Et c'est en tant qu'ingénieur en mécanique des fluides, donc modélisation d'écoulement fluidique par ordinateur, que j'ai découvert le milieu de la construction, les problèmes qu'il pouvait y avoir dans cette industrie, les opportunités aussi, tout ce qui était fait à la main, tout ce qui était vraiment pas optimisé du tout. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer Tessa et que je me suis complètement immergée dans le milieu de la tech. En tant qu'ingénieur en mécanique des fluides, il y a un peu de code, il y a un peu de dev, mais quand même très peu. Très peu. Pas de... Il n'y a pas d'applicatif, de web. Voilà, ouais. c'est des petites routines pour automatiser certains aspects du workflow. C'est un peu de code, mais pas de création de logiciel à part entière. Et donc du coup, il y a 5-6 ans maintenant que je me suis posée, je me suis dit il y avait une vraie opportunité, une vraie part de marché pour Tessa et pour l'automatisation d'études de conception de bâtiments. Parce que ça apporte la plus-value, l'apport, l'innovation de Tessa, c'est quoi en fait ? Alors en fait, Tessa s'inscrit à deux valeurs ajoutées par rapport à ce qu'on peut trouver dans le marché. Il y a la valeur temps et là il y a la valeur précision. Donc tout ce qui est temps, c'est là on peut un peu parler de ce qui se fait de manière traditionnelle. Donc l'étude la construction, généralement les projets de construction sont divisés en deux, la conception, le design et la construction. Donc moi je m'inscris vraiment, Tessa s'inscrit vraiment pour l'automatisation de la conception. Donc en amont de tout ce qui est construction. Et l'étude de faisabilité, c'est un processus qui peut durer plusieurs semaines, qui est très itératif, qui demande plusieurs compétences différentes, que ce soit architecture, personne qui fait le budget, les coûts, les choses comme ça, finance. Et c'est vraiment très itératif, basé sur très peu de données. Et donc le fait d'automatiser ça, on réduit quelque chose qui peut durer plusieurs semaines en mobilisant plusieurs personnes. En mobilisant plusieurs personnes sur quelque chose qui peut se faire sur une application web de n'importe quel browser en quelques minutes. Donc ça, c'est la valeur temps. Et la valeur précision qui va démarquer Tessa de compétiteurs équivalents. Il y a des concurrents, du coup Alors, il y a des concurrents sur ce qui est automatisation d'études de faisabilité. Mais la différence avec Tessa, c'est que nous, on utilise les données d'un produit physique. Donc, en fait... la boîte de construction technologie pour laquelle j'étais CTO et avec qui j'ai créé Tessa,
il y avait 2 produits, un produit digital, donc c'était ça, et un produit physique. Le produit physique, donc ce qu'on appelle un kit of parts en anglais, c'est un module, donc c'est vraiment une boîte, un module avec toute la structure en acier, donc c'est un concept de construction modulaire, donc c'est une boîte qu'on livrait à côté du site, qu'on assemblait pour former une boîte, et les unes mises à côté des autres, ça faisait un bâtiment résidentiel avec des appartements, des couloirs, des choses comme ça. Donc ça, c'était le produit physique. Et en fait, le fait qu'on ait accès à ce produit physique-là, donc qui peut être répété plusieurs fois, ça nous donne accès à un certain nombre de données et à un certain nombre d'informations qu'on n'a pas forcément si on construit de manière traditionnelle. Donc par exemple, avant même de commencer le projet, avant même de commencer n'importe quel projet, on sait déjà les dimensions de cette boîte-là, on sait quels matériaux sont inclus dans le projet, donc l'aspect structurel aussi est connu, on sait où est-ce que sont les colonnes en acier, on sait la quantité de panneaux, les murs, les dimensions des murs, tout ce qui est plomberie et réseau électrique, on sait où est-ce que ça va passer, on sait combien, donc les quantités dont on a besoin, etc. Et donc ça va nous permettre d'automatiser la conception et l'étude de faisabilité. Pour le coup de la data, vous en avez quoi. Voilà, exactement, de manière beaucoup plus précise que si on le faisait traditionnellement. Donc ce que je disais tout à l'heure, des logiciels qui automatisent la faisabilité et la conception, il y en a, mais il n'y en a pas qui se basent sur un produit physique. Donc je dirais que la comparaison par rapport à un processus traditionnel va être le processus traditionnel, il est lent et il n'est pas du tout précis. Quand on ajoute la valeur generative design et automatisation, ça va être très rapide, mais là, on ne va pas gagner en précision. Et Tessa va gagner en rapidité et en précision. C'est ça c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Et la valeur produit. Ok. Voilà. Et tu disais, c'est ton idée, j'ai créé. C'est ta boîte, du coup. Alors non, comment ça s'est passé tout ça. C'est pas ma boîte. C'est ton idée. Ah oui, c'est mon idée. Donc si on commence du début. Donc comme je disais, moi j'étais ingénieure en CFD. CFD, ça veut dire Computational Fluid Dynamics. Et ce que je faisais en gros, c'est j'étudiais des écoulements fluidiques à travers des modélisations sur PC. Donc ça peut être... abstrait pour certaines personnes. Alors, je peux te donner des exemples un peu plus concrets. Donc par exemple, il y avait énormément de choses. Donc dans le milieu de la construction, c'était vraiment pour améliorer les performances d'un bâtiment, pour améliorer sa sécurité et pour améliorer son confort. Donc au niveau sécurité, ça peut être des simulations incendie, des simulations de feu. Donc on prend un bâtiment, on fait brûler un feu, on regarde où est-ce que va la fumée. Et à travers ces modèles, moi je pouvais te designer tout le réseau de ventilation pour permettre d'évacuer la fumée et que les gens puissent sortir du bâtiment sans mourir. C'est plutôt pratique, c'est plutôt sympa. C'est bien ça. Ouais, ça a de la valeur aussi. Ouais, c'est pas mal. Et puis c'est joli parce qu'on voit vraiment visuellement toute la fumée. Où est-ce qu'elle va, où est-ce qu'elle va, comment est-ce qu'on la tire enfin bref, voilà. D'un point de vue confort au niveau de l'habitant, il y a tout ce qui est étude, par exemple sur les tours, les grandes tours ou les profils urbains très denses. Donc ça va être les études de vent autour des tours, et pour que les piétons qui se baladent dans les villes ne soient pas que ça crée pas des tunnels de vent qui soient inconfortables pour les gens. Ça peut être aussi l'étude structure de vent sur les tours à haut niveau, donc que les tours soient dimensionnellement, d'un point de vue ingénierie, soient dimensionnées pour qu'elles tiennent debout. Donc c'est aussi pratique. C'est pratique aussi, ouais. Non, c'était sympa. Mais donc en gros, c'est ça la CFD. Ça c'était ton métier. Ça c'était mon métier, c'était la CFD. Et donc du coup, comme tu peux t'en douter, moi, pour que j'ai un impact, j'aurais bien aimé agir très tôt dans la conception et dans le design. Donc très tôt sur la chaîne, donc au début, quand
on est en train de travailler à vraiment l'étude d'ingénierie et tout ça. Mais en pratique, le milieu de la construction, le seul objectif des développeurs, c'est d'avoir un projet qui va leur apporter des sous, qui est profitable. Et comme mon métier est assez niche et je coûtais assez cher vu que ce sont des calculs qui sont très lourds et c'est assez complexe, moi j'étais appelée que quand il y avait un problème et que les autorités en question disaient ton projet, si t'as pas une étude CFD, on te le valide pas et on te retire ton permis de construire. Donc quand il y avait un problème. Mais ça généralement c'est assez tard dans la chaîne de construction. Et donc du coup, moi je me retrouvais à faire des projets où je donnais des conseils. Donc je disais, là, il faut changer le design, faut le faire plus comme ça ou plus comme ça, pour optimiser et pour améliorer le bâtiment. Et on me disait, non, c'est trop tard. On peut pas changer. Et donc du coup, je n'avais pas l'impact que j'aurais aimé avoir. Et donc je faisais partie d'une boîte de service. Donc moi j'étais en charge du département CFD, mais dans cette boîte de service-là, il y avait d'autres disciplines. Il y avait d'autres, par exemple, des études de façade, études acoustiques, des choses comme ça. Et en fait, on avait un peu tous les mêmes problèmes où vraiment on avait les valeurs de cette boîte-là, c'était d'améliorer l'industrie, d'améliorer les bâtiments pour que ça soit moins coûteux en énergie, pour que ça soit plus performant. Et on n'y arrivait pas. Et donc c'est avec cette boîte-là, qui était une petite boîte, c'était une petite start-up aussi, et c'est avec les fondateurs de cette boîte-là qu'on a commencé à penser à la construction modulaire, à se dire, on va arrêter d'être une boîte de service niche, et on va monter une boîte qui va avoir un impact beaucoup plus global sur l'industrie. Et donc c'est comme ça qu'eux, ils ont commencé à créer le produit physique dont je parlais tout à l'heure, ce qu'on appelle le kit of part. Et moi je continue à faire de la CFD à ce moment-là, et en fait c'est en les voyant développer ce produit physique là, en les voyant essayer de craquer le problème de construction modulaire et donc avoir un impact plutôt sur la deuxième phase, vraiment la construction pure, moi je me disais ok, c'est super, vous allez améliorer l'aspect construction, mais comment est-ce qu'on fait pour d'améliorer tout le process de design, de conception qu'il y a avant, qu'il y a en amont. Donc tu allais proposer, au patron. Exactement. Et donc, j'ai une idée. Dis donc, est-ce qu'on y va ? Dis donc, là vous êtes en train de faire un truc qui est génial d'un point de vue construction, mais moi comme je travaillais vraiment sur la conception, je voyais vraiment toutes les boîtes d'architectes qui passaient des mois et des mois et des mois à faire des drawings. Donc ils utilisaient des outils, hein. Il y avait ce qu'on appelle des BIM modèles, des Building Information Modeling, donc des modèles 3D, mais là où par exemple les ingénieurs en MEP, ils travaillaient en 2D, les ingénieurs structure ils travaillent en 3D, c'était vraiment frustrant. Et donc je me suis dit, mais attendez, là on a une opportunité de pas juste agir sur l'aspect construction, on a aussi une opportunité de faire une différence sur l'aspect design. Et donc ça c'était début 2019, je dirais, début 2019, et donc j'ai dit et là ils sont chauds. Et là ils sont très très chauds parce que donc du coup on ferme cette boîte de service dont je parlais tout à l'heure. On crée une nouvelle société. Donc toi, tu étais salarié en fait Oui, j'étais salarié. J'étais salarié de la boîte de service. Salarié de la boîte de service. Et tous les employés de la boîte de service sont passés sur... C'est juste légalement... Oui, c'est un transfert. C'est un transfert d'entité légale. Et en fait, c'est juste qu'on s'est dit, ok, là, on se dédie à ce modèle-là. Parce que c'est vraiment, on veut changer l'industrie, la construction modulaire. Et il faut savoir aussi que quand on passe en levée de fonds, une boîte de construction, c'est quand même vachement moins sexy qu'une boîte de tech. Et donc du coup, tout l'aspect, tout ce que moi je voulais faire, donc c'est vraiment le tout début de Tessa, l'idée, le business plan de Tessa, ça nous permettait de nous inscrire comme une boîte de tech, donc de Contech Construction Technology. Et ça, d'un point de vue VC, pour lever des fonds, c'est quand même vachement plus attirant. Donc c'était un modèle très ambitieux, parce que c'était résoudre la construction et résoudre la conception, le produit physique qui est très coûteux en capital, et la tech qui n'est pas non plus cheap. Et voilà,
c'était le début. Je ne sais même plus quelle était la question à la base. Bah, ça tombe bien, j'en ai plein d'autres, moi, en fait, des questions. Grosso modo, ils sont chauds, ils te disent on y va, feu, on te donne tout de suite du budget, on te donne un poste, ça se passe comment en fait? Pas du tout, zéro budget. Est-ce qu'on te dit, vu qu'il y a des constructions, des entités légales à fonder tout ça, est-ce que tu deviens co-founder dans l'actionnariat? Comment ça se passe, ce démarrage en fait? Alors je ne connais pas exactement les statuts, le terme cofondateur en France, je ne sais pas exactement ce qu'il implique. Moi je me présente comme cofondatrice parce que j'étais là au début, que quand la boîte a été créée, je faisais partie mais j'étais salariée, on m'a donné un certain nombre de parts. J'avais pas un droit de vote, j'étais pas au board de directeur. On m'a donné un poste de directeur, donc j'étais la seule personne tech de la boîte quand elle a été fondée. On était entre 5 et 10 au tout début. Tout le monde était dédié au produit physique, au développement du produit physique, et moi j'étais la seule à commencer à m'intéresser à la tech et au logiciel. Et au début, c'était... Donc on me donne ces parts-là, on me donne ce poste et on me dit go. Et on me dit pas go, vraiment, il y a une vraie appétence. Les gens sont très motivés. Mais par contre, il faut savoir que quand on fonde cette entité-là, on n'a pas de budget. Donc c'est les vrais cofondateurs légaux qui acceptent de ne pas être payés. Moi, j'ai été payée au début, donc c'est pour ça qu'il y a quand même une différence. Et c'est comme ça qu'ils financent les débuts de la boîte. Et le premier objectif, notamment du CEO, c'est de lever des fonds. Donc lever des fonds avec des VC, faire vraiment un concept traditionnel de VC, donc venture capitaliste, une levée de fonds en seed. Donc on pitch toute la journée, on va voir des investisseurs. Donc toi, ton premier rôle, c'est monter un dossier, quoi. Et mon premier rôle, c'est monter le business plan. Donc j'ai écrit le tout premier business plan de la boîte en 2019. Je l'ai encore d'ailleurs. C'était très... quand on est dans une start-up, il faut faire ce qu'il faut faire. Donc créer le pitch deck et go. Aller pitcher. Aller pitcher, ouais, exactement. Et moi, au début, j'étais aussi... Mais il n'y a pas de ligne de code, là. Il n'y a pas de plateforme, il n'y a rien. Il y a juste une idée, en fait. Il y a juste une idée. Et il y a même une idée. Et une idée, c'est pas suffisant. Il faut vraiment comprendre le marché. Il faut comprendre comment est-ce qu'on peut monétiser cette idée. Parce que sinon, les gens, ils te prêtent pas de sous. Ils te prêtent pas de sous. Donc moi, au début, je passais mon temps à interviewer tout un tas de personnes qui intervenaient dans la chaîne de conception. Donc que ce soit les ingénieurs, que ce soit les développeurs, donc ce qu'on appelle les équivalents Bouygues, Vinci, tout ça, donc les gens qui ont des sous et qui vont financer le projet. Eux, c'était notre audience, nos utilisateurs target. Donc j'ai passé beaucoup de temps à les interviewer, à leur demander quels étaient leurs pain points, quels étaient les soucis qu'ils rencontraient, qu'est-ce qui pouvait être optimisé, quels outils ils utilisaient, enfin vraiment essayer de comprendre quels étaient leurs métiers. Et j'ai fait ça avec tous les intervenants sur la chaîne de design. Donc la conception de projets, ça peut durer sur des projets de bâtiments résidentiels à plusieurs niveaux, des gros bâtiments. On est sur du minimum 9 mois, ça peut aller sur 1 an, 2 ans, donc plusieurs années c'est des très gros projets que nous, on voulait réduire à quelques semaines maximum. Et alors, donc, du coup, tu fais ton business plan, tu pitches toute la journée, et tu lèves. J'interviewe énormément de gens, je crée des personas, donc j'apprends ce que c'est. Et donc, à ce moment-là, j'avais... il y a Émilie, donc une chercheuse UX qui me rejoint et qui fait tous les utilisateurs. Donc je découvre le milieu de l'UX que je ne connaissais pas. C'était pas... Moi, j'étais pas dans la tech, donc je savais pas. Donc elle m'a appris beaucoup de choses. Et c'est ensemble qu'on a vraiment parlé à beaucoup de gens et qu'on a créé le business plan, qu'on a créé la vision produit. Quel produit on allait créer au début, parce que c'est très ambitieux. On peut pas tout résoudre d'un coup.
C'est beaucoup trop complexe. Et donc c'est là où on a décidé de se focaliser sur le début de la conception, donc l'étude de faisabilité, qui est vraiment au tout début, et les premières études de conception. Conception préliminaire, je crois que ça se dit en français. Parce qu'il faut bien commencer quelque part. J'ai le mot conceptualisation maintenant qui me vient en tête. Non, faut pas. Non, pas du tout, c'est la conception. Il n'a rien dit, vous n'avez rien entendu. Et on lève des fonds. Et en fait, donc quand on lève des fonds, ce qu'on appelle seed en anglais, on lève 4 millions de livres, je crois. Ce qui est entre 4 et 5 millions de livres, ce qui est généreux. C'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup en seed. Parce que là, du coup, il n'y a pas de produit, quoi. Là, il n'y a pas de produit. Là, il y a beaucoup d'idées et une idée très, très, très ambitieuse qui vraiment... Et donc, du coup, on est très content. Mais c'est le produit physique qui prend tout. C'est le développement du produit physique qui prend tout. Il n'y a plus de budget. Enfin, la tech, il faut savoir que quand je dis que j'étais la seule à travailler sur la tech, j'étais aussi la seule à comprendre ce que c'était que la tech, que faire du développement. Moi, je travaillais avec des gens qui étaient des experts dans la construction, mais c'était des gens qui n'avaient aucune facilité à comprendre ce que c'était, même comment fonctionnait un ordinateur. Donc même d'un point de vue IT, je donne souvent cet exemple-là parce que c'est très parlant, surtout je pense pour tes auditeurs. Ajouter un compte Gmail au client Outlook, un concept. Impossible, tu vois. Donc, on partait de là. Donc, pour eux, le développement de logiciels, c'était social network. Du coup, quand tu dis quand tu dis c'est le produit physique qui prend tout... prend tout le budget. Les 4-5 millions de livres, c'est le produit physique qui a aspiré tout le... Ouais. Mais du coup, Moi, j'ai pas d'équipe, j'ai pas de budget. Ouais, mais du coup, le business plan, il était pour le... J'ai peut-être raté un truc. Non, était pour la plateforme, il était pour ça, pour ton idée, ou il était pour... Le business plan, il était pour l'intégration de la plateforme avec le produit physique. Donc, il était pour dire de construire cette plateforme web en se basant sur le produit physique, et c'était aussi le modèle. Donc, le modèle de cette boîte-là, de cette entité, et le business plan, c'était de dire on a une plateforme web qui va automatiser le design, la conception, et après, on a un produit physique derrière pour construire le projet. Donc c'était une boîte de construction. On voulait vraiment avoir des projets de construction où on allait faire des bâtiments. C'était notre modèle. Et donc, un CAPEX très important. Et donc, c'est eux qui, au début... et en fait, c'est un peu normal parce que même d'un point de vue concept, si on pense à la technologie, moi, il me fallait un produit physique pour avancer. Pour commencer. Parce que c'était pour avoir les datas dont tu parlais, pour avoir la exactement. précision dont tu parlais, il te fallait... C'est ma première brique de Lego. Ma première brique de Lego, c'est le produit physique. Et donc, du coup, il fallait que je sache quel était le produit physique. Donc, au tout début, quand moi, je fais mes recherches, ça laisse le temps au produit physique de se développer et d'arriver à un stade qui est suffisamment avancé pour que moi, je puisse l'ingérer d'un point de vue... Enfin, le digitaliser, en gros, et l'utiliser comme première brique de Lego pour pouvoir développer mes algorithmes. Et donc, quand ça se fait, moi, je crée les premiers prototypes. Donc, j'utilise un logiciel de CAO qui s'appelle Rhinoceros. Je ne sais pas si... Que je ne connais pas. Non, mais c'est du CAO. Donc, en gros, c'est du modélisation 3D. Un concept modélisation 3D. Et en fait, sur ce logiciel-là, il y a un plugin qui s'appelle Grasshopper, où c'est du low-code, no-code, qui permet de faire du design paramétré. Donc le design paramétré, c'est par exemple, sur un pont, on va avoir le rayon de curvature, comment on dit, je sais pas si on dit. Courbure. Courbure en français, ok, ouais, ça me va. Plutôt courbure. Plutôt courbure, ok. Et ben ça, on va le paramétrer. Ça fait 11 ans que tu es en Angleterre, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais. Et en fait, t'as pas pris ce petit accent british On l'entend pas. Non, je suis quand même française à la base, s'il te plaît. Mais c'est vrai qu'en plus, j'ai jamais travaillé en France. Ok. Donc, pas évident de parler mon boulot en français, mais on va y arriver.
Et donc oui, ce que je disais, c'est sur Rhino, donc c'est des modules qu'on connecte les uns avec les autres et ça permet de faire du generative design et du design paramétré. Donc design paramétré, c'est juste, on a un cercle, on paramètre le rayon et ça nous permet de faire varier ce rayon-là et donc du coup de créer une quantité de cercles qui va être adaptée. Le design generative design, c'est de se dire qu'on a des paramètres en entrée, on a le design au milieu et on a un objectif. Et donc, du coup, on va demander à un algorithme de modifier ces paramètres-là pour trouver la combinaison qui satisfait l'objectif le mieux possible, en gros. Mmh. Donc, moi, j'ai commencé à faire le prototype de Tessa là-dessus. Donc, j'avais une boîte que je mettais les uns à côté des autres et je me disais, sur un terrain que je définis, que je dessine à la main, combien de boîtes maximum tu peux mettre sur ce terrain-là en fonction d'une certaine hauteur. Donc ça, c'était mon premier objectif, le maximum de boîtes possible. Et c'était vraiment les prototypes que je pouvais faire moi toute seule avec mes connaissances algorithmiques assez limitées, on va dire. Et en même temps, moi, j'ai fait une demande Innovate UK. Donc Innovate UK, je pense qu'il y a des équivalences en France, mais c'est une boîte gouvernementale qui permet de donner des fonds pour l'innovation. Ouais. Donc, la BPI. La BPI, tout à fait. Mais voilà. Je savais en plus, la BPI. Et donc, du coup, j'obtiens un prêt de 1,2 million de livres. Et c'est ça. Et ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour Bibi. Ça, vous me le... c'est à moi. Et ça me permet de commencer vraiment le développement de Tessa. Donc là, on est en début 2021. Et donc là, début 2021. Là, tu passes de CPO finalement à Non, j'étais... quoi. Alors, j'avais même pas le titre. Non, j'étais non, mais pas... sans parler de titre, là, le produit, c'est toi, quoi. Ouais. Le porteur du produit, la vision produit, le petit nom qui va avec. Je l'avais pas. Non, j'étais Digital Solution Director. Tu voulais de l'accent, tu as l'accent. Ça va être horrible à l'oreille, mais c'est pas grave. Non, j'avais pas le titre. Et en fait, pour petite histoire, on a dû recruter un CTO fractionnel. À temps partiel, du coup. À temps partiel, ouais. C'est ça, ok. Parce que quand on lève des fonds, même dès 2020, on l'a recruté. Parce que moi, j'étais la seule porteuse, comme tu dis, j'étais la seule porteuse de la tech, mais mon CV, j'avais pas un CV tech. Ouais. Donc, face aux investisseurs et face aux levées de fonds, j'avais aucune crédibilité. Donc, on a recruté un CTO fractionnel pour nous donner de la crédibilité, qui, lui, était vraiment dédié à la conversation investisseur, à lever des fonds. Et c'était même un souci pour moi au début, parce que quand on l'a recruté et qu'il est même passé à temps plein, moi, j'attendais énormément du rôle de CTO, de m'apprendre ce que c'était un CTO et de calquer, d'extraire le maximum d'informations possibles de cette personne. Et en fait, ça s'est pas passé comme ça. Cette personne était vraiment dédiée à la relation investisseur, à la stratégie, au haut niveau. Et moi, il m'a laissé toutes les rênes et toute la liberté pour que je mène la tech et le produit à bien. Et en fait, c'était juste un réajustement. Et je me souviens, au début, c'était assez frustrant parce que j'avais collé des attentes sur cette personne. Vous étiez obligé de l'avoir, quoi. Ah sinon, on ne levait pas de fonds. Ouais. Ah oui, vraiment. Sans lui, on n'aurait pas levé le seed. Ça, c'est une évidence. Mais vous l'avez choisi ? Ou c'est On l'a choisi, oui, on l'a recruté parce qu'on l'a recruté parce que c'est simple, le levée de fonds, c'est les premiers investisseurs. C'est pas le fonds qui vous dit ok, Non, c'est au bout de le 3e, 4e, 5e, 10e, 20e pitch où les investisseurs nous disent vous êtes une boîte de tech, il est où votre CTO ? Et qu'on lui montre mon CV, il dit non, ça c'est pas un CTO, on vous fait pas confiance, on vous donne pas de fonds. Au bout d'un moment, tu recrutes, t'as pas le choix. Tu sais qu'il faut le faire. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il avait aussi cette casquette très relation avec les fonds, quoi. Et on avait pris contact avec cette personne, on avait fait un incubateur
et il faisait partie de l'incubateur. Et donc c'est comme ça qu'on nous avait mis en contact. Et donc pour... Et du coup, il s'occupe pas du tout du développement de la plateforme, Pas du tout du recrutement des devs. Pas du tout, rien. Non. Donc ça, tu t'en charges du coup? Oui, complètement. Et en fait, au début, ce qui pour moi me frustrait au début parce que je voulais apprendre a été plus tard une bénédiction parce que j'ai eu une liberté absolue sur l'intégralité de... Enfin, Tessa, c'est vraiment... c'est mon équipe, c'est mes idées, tout à la base vient de moi. Et donc au début, c'était très flippant, mais c'était aussi assez confortable. Donc là, maintenant que c'est fait et qu'il a été lancé commercialement parlant, c'est facile pour moi de dire ça. Au début, je flippais. Vraiment, j'avais peur. Mais le fait qu'il y ait un CTO, ça me donnait un filet de sécurité. Même s'il me manageait pas, si je me plantais, je pouvais très bien dire c'est pas de ma faute, c'est la faute du CTO. Donc en fait, c'était assez confortable comme position. Non, mais c'est vrai. Et, mais tu t'en rendais pas compte. En fait, j'ai eu une conversation avec à la base, c'était une personne qui travaillait pour notre équipe aux États-Unis. On a fait un déj toutes les deux, qui était plus senior que moi, et qui m'a donné pas mal de conseils. Et c'est elle qui m'a dit, mais pourquoi t'es frustrée ? Donc je lui ai expliqué ce que je t'explique là, et elle m'a dit, mais ça, c'est toi qui as fait ce modèle-là dans ta tête, c'est toi qui t'es dit, c'est ce que tu attendais de cette personne. Est-ce que tu as eu une conversation avec lui pour... faut juste que tu changes ton modèle mental et te dire, il n'est pas là pour te micromanager, il n'est pas là pour te mentorer, il est là pour lever des fonds, pour nous permettre, en tant que boîte, à lever des fonds et avoir des financements. Il y avait eu une fiche de poste ? Ah non. Start-up... non ? Ok. Ouais, le rôle n'était pas, non, pas défini. Figé, défini, décrit. Et puis honnêtement, même moi, je savais pas ce que c'était un CTO. Moi, je viens pas de la tech à la base. Ok, le besoin, c'était faut lever. Et, ouais. Ok, donc en fait... et c'était juste moi toute seule qui m'excitait. Non, c'est à partir du moment où j'ai accepté ça, mais tout s'est débloqué, même dans ma tête, dans nos relations. Et en fait, c'est devenu un avocat, ça ne se traduit pas du tout, advocate en anglais, mais c'est quelqu'un qui d'un point de vue externe, expliquait ce qu'on faisait d'un point de vue opérationnel, mais n'avait aucune... Oui, il faisait la représentation. Voilà, exactement. Okay. Et très bien, parce que moi, j'avais pas le temps de le faire de toute façon. Donc, super. Donc ça, c'était... donc je te dis ça. Donc là, fast forward, quand j'ai eu le prêt Innovate UK en 2021, et c'est là où on a commencé à coder, où j'ai recruté mes premiers devs. L'organisation GitHub a été formée en juin, début juin ou fin mai 2021. Et cette organisation GitHub s'appelle Project Rouge, pour la petite histoire. Donc c'était pas encore le nom Tessa, la marque Tessa commerciale publique. On l'a appelé Project Rouge parce que c'était Repeatable Engineering Design, donc RED. Et comme je suis française, je l'ai traduit en rouge. Et du coup, toutes nos repositories commencent par RG- pour dire rouge- et le nom de la repo après. Donc voilà, c'est la petite histoire. Le premier dev que j'ai recruté, c'est un ingénieur 3JS. Donc peut-être j'explique pourquoi je suis arrivée à utiliser 3JS. C'est quoi 3JS ? C'est une librairie de WebGL. WebGL, c'est un environnement web orienté 3D qui a été créé à la base pour faire des jeux en ligne. Donc c'est un gaming environment. Et comme nous, c'était des bâtiments, donc des modèles 3D, et il y a une vraie appétence dans le milieu de la construction pour des belles images, un bon rendu. Il faut que ça soit joli, il faut que ça soit fluide, il faut que d'un point de vue externe, la façade soit comme réelle, en fait. Et donc, du coup, les technologies utilisées pour le milieu du gaming sont vraiment très transférables au milieu de la construction.
Et ça faisait partie du business plan, c'était de décider quelle architecture on voulait utiliser, quel produit on voulait créer. Donc vraiment au début, c'était est-ce qu'on crée une desktop app? Est-ce qu'on crée une web? Pour moi, c'était évident qu'il fallait que ça soit sur le web, que ce soit une web application, parce que la vision et l'ambition qu'on avait, c'était vraiment tourné vers l'innovation. Et ouais, quand tu fais un peu de tech, quelle est l'alternative à la plateforme web? Donc voilà, mais au début, on s'était même posé la question d'utiliser des outils comme Unity ou Unreal, qui sont des gaming engines en desktop, mais on s'est vite rendu compte que c'était trop limitant par rapport à ce qu'on voulait faire. Donc on est passé sur le web, et WebGL, c'était le leader du marché 3D. C'est toi qui fais le choix de la techno, ou du coup t'es aidé justement par des techs que t'as recrutés? Alors c'est ma décision, mais je suis conseillée par des gens qui s'y connaissent mieux que moi. Donc je suis conseillée par, au début, donc ce qu'on appelle des computational designers. Donc c'est des architectes qui savent coder, en gros. Et des ingénieurs full stack. Donc il y a plusieurs choix de techno. Je fais beaucoup de recherches, mais oui, c'est ma décision. Et la décision est basée sur les spécifications du produit. Donc au début, la seule décision que j'ai prise, c'est que ça va être une plateforme web qui tourne sur WebGL, donc la librairie 3JS qui est la plus connue, parce que c'est plus facile de recruter les ingés, parce qu'il y a une communauté qui est beaucoup plus présente, donc plus facile au niveau d'un point de vue code. Et c'est après que... Donc ça, c'était... Donc tout l'algorithme est basé sur cette librairie-là, sur le web. Donc ça, c'était la première personne. La deuxième personne, c'était un data architecte, un architecte data, architecte données. Ouais. Et ça, c'était pour aider l'aspect produit physique, donc toute l'architecture des données qui venaient du produit physique. Okay, ouais. Voilà. Pour pouvoir les exploiter, les mettre en forme. C'était beaucoup de données différentes. Donc il y avait des données, tout ce qui était dessin 3D, modèle 3D, matériaux, coûts, empreinte carbone. On avait aussi beaucoup de données sur l'empreinte. Enfin, on calcule automatiquement le coût de construction, mais aussi l'empreinte carbone des bâtiments. C'était très important pour nous d'avoir cette métrique-là automatisée dans Tesa. À ce moment-là, tu es dans une stratégie, tu dimensionnes ton équipe, enfin tu as 1,2 million, tu dimensionnes ton équipe pour tenir 2 ans, 3 ans, ou au contraire, il faut aller vite. Ouais. J'ai le sentiment que je touche un point d'attention. Ouais. J'avais oublié ça, en fait, tu viens de me le rappeler. Donc, comme je t'ai dit, l'organisation GitHub est créée en fin mai-juin 2021. À ce moment-là, mon CEO me dit là, on n'a pas le choix, il faut lancer la version commerciale de Tesa octobre-novembre max. Et donc là, je le regarde et je lui dis octobre-novembre de quelle année? Il me dit là, maintenant. Je le regarde, je lui dis non, on va pas faire ça, c'est pas possible. Et vraiment, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, leur vision de la tech, c'est... Et donc il me dit, ok, donc du coup, tu as besoin de combien de sous pour pouvoir le lancer en octobre, novembre max? Je lui dis, mais ça fonctionne pas comme ça. Et donc j'aime bien l'image de une femme met 9 mois pour faire un bébé. Si on colle 9 femmes, elle va pas mettre 1 mois pour faire un bébé. Donc j'aime bien cette image-là. Ça sonne mieux en anglais, je dois avouer. En français, c'est peut-être un peu chelou, mais tu vois l'idée, quoi. Et donc j'essaye de lui expliquer ça. J'essaye de lui dire que c'est pas parce que là tu me donnes... Bon, alors tu vois, il y a des femmes et tout, les bébés. Ah, punaise. Le trou que avec la pelle, je m'enterre. Non, mais j'essaye de lui expliquer ça, mais lui, dans sa tête... Oui, mais moi, c'est octobre. Ouais. Et non, mais son concept à lui, c'était vraiment le film The Social Network, où c'est des séries de nerds qui tapent furieusement sur leur clavier, et c'est ça qui va faire un logiciel, quoi. Ok, donc ça, c'est ton CEO, quoi. Ouais, ça, c'est mon CEO. Choupi, hein. Qui avait des ambitions de célérité ambitieuses. C'est ça.
Donc, du coup, moi... Du coup, il te fait accélérer ou... Non, parce que c'est même pas comme si... même d'un point de vue budget, j'ai envie de dire, on ne m'a jamais donné un budget. On m'a jamais dit, 2022, ton budget, il sera de temps. À chaque fois, c'était moi... Donc, toute l'équipe, je l'ai construite de manière très lean, très organique. C'est en fonction du besoin. J'avais certaines milestones à remplir avant de... Par exemple, au tout début, quand on n'avait aucun algorithme et quand on n'avait même pas encore digitalisé le produit physique, ça servait à rien d'avoir un back-end, ça servait à rien d'avoir un front. Donc au début, c'était vraiment que développer l'algorithme, faire en sorte qu'on ait un prototype. Le back-end est venu assez rapidement. Donc mon lead back-end, je l'ai recruté assez rapidement aussi. Et donc c'est là où on a fait le choix de AWS et serverless fonction lambda. Là, clairement, il l'a fait parce que ça l'amusait. Je vais pas te mentir. Et ça marche très bien, donc il n'y a pas de souci. Pareil, le front, au même moment, je crois que j'ai recruté mon ingé front et mon ingé back. Mais là où mon ingé front n'était pas lead, enfin, il n'était pas aussi senior que je l'aurais espéré. Donc là, j'ai fait un peu niveau équipe, ça m'a un peu ralenti. Mais en gros, oui, c'est une étape à la fois. Et dès qu'on a atteint une milestone, dès qu'on a atteint un moment clé du développement, c'est là où il faut grandir et où on atteint les capacités limites et il faut recruter. Et je l'ai fait comme ça dès le début. Et au final, donc ça c'était 2021, au final on a lancé le MVP, donc le Minimum Viable Product, en septembre 2022. Donc c'était quand même assez rapide, même si mon CTO n'était pas d'accord avec cette métrique-là. C'est quand même très très rapide. Le MMP, Minimal Marketable Product, on l'a lancé en novembre 2022. Donc la différence entre le MVP et le MMP, c'est l'interface utilisateur. Notre MVP, c'était... on a lancé en interne l'algorithme, les prototypes. Donc Est-ce que ça fonctionne Est-ce que ça fonctionne l'algorithme? Donc on avait des storybooks, une storybook avec l'algorithme, et on l'a mis à disposition des architectes et ce qu'on appelle les SMI, Subject Matter Experts. Pas le SMI français, le SMI anglais, IE. Et donc on a demandé à nos partenaires, aux architectes internes, aux propriétés développeurs en interne de tester nos algorithmes pour savoir si ça fonctionnait. Mais encore une fois, ça a pas hyper bien marché parce que c'est pas des gens qui ont l'habitude de la tech. Donc eux, ils avaient vraiment, pour comprendre le fonctionnement du logiciel, ils avaient besoin d'une interface utilisateur avec un bon UX, un flow, quelque chose qui coule, qui est simple d'utilisation, parce qu'ils n'ont pas d'appétence tech. Donc même quand on a lancé le MVP, en fait, j'ai pas eu énormément de retours et j'ai pas eu énormément de gens qui sont vraiment intéressés à mon produit. Donc on était très entre nous. Ça doit mettre un petit coup, ça, non? Ou tu t'y attendais? Je m'y attendais parce que même au début du développement de Tessa, quand il a fallu parler à des architectes et où je demandais à des architectes qui avaient 20-30 ans de bouteille de m'expliquer leur raisonnement, de m'expliquer pourquoi ils prenaient une décision à quel moment. Donc par exemple, ils vont faire un dessin, faire un croquis, et ils vont dire là le bâtiment on va l'orienter plus comme ça et pas comme ça, et je leur dis mais pourquoi tu prends cette décision-là? Quelles sont les données que tu utilises pour prendre cette décision, et pourquoi est-ce que tu conscientises en fait ta décision pour que moi je puisse le transformer en règle qu'un ordinateur puisse comprendre? Et c'est un choc au système pour eux, parce qu'ils font ça de manière naturelle. C'est leur métier, c'est leur boulot. Et donc du coup, j'ai bien vu qu'il y a une vraie évolution. Au début, les gens étaient très réticents, ils avaient peur de se faire remplacer par la technologie aussi. Donc, ah ouais, t'as senti ça? Ouais, parce que quand tu dis que tu automatises une étude de faisabilité que normalement un architecte met 6 semaines à mettre en place, il flippe. C'est forcément. Du coup, t'as eu de la rétention d'informations? Enfin, un peu. Beaucoup. Beaucoup. Au début, c'était très compliqué.
Au début, c'était j'ai pas le temps, je peux pas. Et moi, je disais, mais je peux pas. Soit vous me donnez le budget et j'engage un architecte dédié à l'équipe tech, soit les architectes qui travaillent sur le produit physique, vous acceptez de parler avec moi et de participer au développement de Tessa, parce que c'est une application métier. Donc moi, je dois comprendre le métier, tous les métiers d'ailleurs. Et donc du coup, quand on a lancé le MVP, les prototypes sur Storybook, avec des interfaces utilisateurs qui n'étaient pas du tout optimisées et qui étaient un peu compliquées, ça m'a pas vraiment étonnée. Ils n'ont pas pris le temps. Et même d'un point de vue équipe de direction, il n'y avait pas cette volonté à prioriser la tech. C'était frustrant, mais ça doit être pas évident. Enfin, tu as une idée. Tu te sens seul. Tu te sens très très seul. Tu as une idée, tu te sens seul, tu pitches, les sous sont aspirés par le produit physique, pas pour le truc, tu vas te battre pour lever des trucs. Et puis en interne... En interne, on te donne des deadlines qui sont complètement folles. Ouais, et puis rétention d'informations parce que ton produit fait flipper. Des moments durs, des moments de galère, des moments de... Puis j'imagine, c'est des gros horaires. Enfin, tu penses, c'est ton bébé, quoi. Je dirais que la deuxième moitié de 2022, c'était l'un des pires moments de ma vie. J'étais complètement consumée. Ça se dit consumée ? Non, mais j'ai... Alors, on voit l'idée, hein. T'étais KO, t'étais... Ah ouais, en fait, toute mon énergie, low batterie, quoi. Tout ce que je faisais, toutes mes pensées, tout était orienté autour de Tessa. Et donc j'ai envie de dire que quand j'ai lancé le MVP, c'était pas là. Donc ce que je t'expliquais tout à l'heure, où j'ai eu un... C'est pas là que je l'ai plus ressenti, parce que c'était encore... T'étais encore dans l'action. C'était encore un prototype où je pouvais encore dire aux gens, faut pas juger Là, il faut juger les algorithmes, faut pas juger l'utilisateur interface. Le vrai moment compliqué pour moi, ça a été le lancement du MMP, Minimal Marketable Product, donc quelques mois plus tard, où là, il y avait l'interface utilisateur et où c'était la première fois qu'on mettait un produit, on va dire fini, entre les mains de gens qui ne faisaient pas partie de l'équipe tech. Et pourquoi tu dis que c'était un moment dur pour toi ? Enfin, c'est un aboutissement. C'est un aboutissement, mais c'est la première fois où on me jugeait. Parce que jusqu'à présent, il y avait vraiment un entre nous. Donc, en fait, tout le développement de Tessa, moi, j'ai vécu... j'avais 2 vies en parallèle. J'avais la vie avec mon équipe tech que j'avais recrutée, où ça se passait, où vraiment, il y avait des moments durs parce qu'il y avait des deadlines, mais on était quand même très soudés. Et on construisait énormément de loyauté, on construisait énormément de transparence. On était tous soudés à travers la vision produit qu'on essayait de mettre en place. Et moi, j'essayais vraiment de les protéger du monde extérieur. J'essayais vraiment de les protéger Par exemple, je leur ai jamais dit que le CEO voulait qu'on livre en 4 mois. Parce que ça ne sert à rien de dire ça à l'équipe tech, ça va les frustrer, donc du coup, moi, j'essayais vraiment de les protéger et de faire en sorte qu'ils aient le plus de place possible pour exécuter leur travail de la meilleure manière qui soit, et de leur donner les outils dont ils avaient besoin pour faire ça. Et moi, j'avais tout l'aspect interaction avec le reste de la boîte et avec le reste de l'autre côté de la médaille, où moi, je devais... communiquer avec les exécutifs sur l'avancement de Tessa, où je devais éduquer aussi sur ce que ça voulait dire de développer un logiciel et essayer de manage expectation, donc de tamiser leur attente. Tamiser, non ? Non, pas tamiser, gérer. Gérer, ouais, d'essayer de leur dire... non, là, ce que vous demandez, c'est pas faisable, c'est pas réalisable. Donc, trouver des compromis. Parce que dire non à un CEO, c'est pas facile. On dit pas non à un CEO, on dit ok, on va voir. Donc, tout cet aspect-là. T'es sûr de ça ?
De quoi? Bah, tu dis, on dit pas non à un CEO, on dit oui, ok. En l'occurrence, tu as dit non. En l'occurrence, j'ai dit non. Et Et est-ce que c'est un rôle de dire non? Est-ce que c'est un rôle de dire oui, ok, ou bah, justement, c'est bien de dire non quand c'est pas possible, quoi? alors, c'est une question très intéressante et je pense que ma vision a vraiment changé. Moi, j'étais jeune au début de tout ça et j'étais aussi immature sur plein de niveaux et j'avais vraiment un esprit tech. Moi, c'est la tech qui m'intéressait, c'est l'innovation, c'est le produit, j'ai envie de te dire, je m'en fichais s'ils se vendaient ou s'ils se vendaient pas. L'aspect business. Ah ouais? Bah, dans le sens, c'était pas que je m'en fichais, c'était pour moi, c'était si la tech était, si on y arrivait, si on arrivait à construire un outil qui marchait, forcément ça allait se vendre. Si c'était beau, technologiquement parlant, si l'innovation était là, forcément les gens allaient l'acheter. Pour moi, c'était pas il n'y avait pas de stratégie de vente dans ma tête. C'était pas prendre en compte le marché actuel, prendre en compte les différents facteurs, le business, la levée de fonds, ce que les investisseurs voulaient pas, un runway, un cash flow, c'était des trucs qui me passaient complètement au-dessus de la tête. Et aujourd'hui, du coup? Aujourd'hui, j'ai vraiment j'ai complètement changé. C'est important. Enfin, s'il n'y a pas de marché, c'est... S'il n'y a pas de marché, s'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de start-up. Enfin, c'est vraiment... l'industrialisation est très très importante, la scalabilité, le revenu, même de savoir combien va coûter la licence. C'est un vrai sujet. Et c'est un sujet, de vendre un logiciel, c'est un sujet. Il faut des commerciaux, il faut des gens qui sont... c'est un métier. Et donc là où au début, je présentais tout ce qui était technologie, et je dirais même que j'enterrais les gens dans des détails techniques. Donc j'étais pas, même moi dans ma communication envers les exécutifs, envers les autres personnes qui intervenaient dans la boîte, j'adaptais pas mon discours avec la personne qui avait en face de moi. Et donc c'est pour ça aussi que la communication était difficile. Et j'avais aussi des ambitions. J'étais là, mais pourquoi je suis pas CTO? Enfin, alors que j'avais pas de vision stratégique, j'avais pas cette notion de c'est une boîte, il faut faire tourner une boîte, c'est des individus, il va falloir arriver à avoir un revenu. Enfin, c'est vraiment... C'était une frustration de ne pas être CTO? Enfin, de ne pas avoir le poste? C'était une frustration de me dire... Ouais, c'était une frustration de te dire, bah, c'est moi qui fais tout et je suis pas reconnue. Au début, comme tu l'as expliqué, j'avais l'impression que mon équipe à moi, j'étais valorisée dans mon équipe à moi, mais j'étais pas valorisée de l'extérieur. Parce que aussi, l'équipe tech, on était un peu vus comme des gens bizarres qui faisaient des trucs que personne ne comprenait. Donc on était très isolés même dans la boîte. Et ça, c'était compliqué. Et c'est pour ça que fin 2022, donc tu me disais l'aspect business, je trouve que c'est venu plus tard où je l'ai appris sur le tas. Et donc tu me demandais s'il y a eu des moments difficiles. Pour moi, le vrai moment difficile, c'est quand j'ai lancé le MMP, parce que c'était la première fois où mon logiciel, il nous appartenait plus. C'était plus l'équipe tech où il y avait cet entre-nous, où on le gardait à l'intérieur. Tout le travail que j'avais fait les 3-4 dernières années, j'allais enfin... C'était juste plus moi qui allais dire comment ça se passait. C'était plus... Ils devaient plus me croire. Et juste... take my word for it. Je leur ai donné un logiciel, je leur ai donné l'utilisateur interface, et je leur ai dit, voilà, ça c'est ce qu'on a fait les 3-4 dernières années. Panique totale. J'étais la première présentation que j'ai faite, et en plus je savais très bien que c'était la première version qu'on lançait en interne. Honnêtement, il y avait pas eu de démo ou de stade intermédiaire avec certains bêta. Il y avait des démos, mais des démos que moi je contrôlais. Ouais. Pas des utilisateurs. Non, ce que je t'ai dit, non, c'était vraiment la première fois où c'était quelqu'un d'autre qui pouvait se loguer sur la plateforme web et l'utiliser. Et donc voir tous les défauts, tous les bugs, tous les problèmes, tous les trucs qu'on n'avait pas eu le temps pour te faire une idée. Donc on avait un front-end engineer que j'ai recruté en fin 2021
mais il n'était pas, il était pas senior. C'était pas un lead. Moi, il me fallait vraiment un lead. C'est pour créer une interface aussi complexe que celle-là, j'avais besoin. C'était en React. J'avais besoin de quelqu'un qui vraiment était un monstre en React. Et j'ai mis beaucoup de temps à le trouver, mon lead, beaucoup de temps. Il a commencé en juillet 2022. En juillet 2022, il est arrivé, il a dit « Ok, vous avez rien en fait. Il faut tout faire, l'interface utilisateur. » Et on a lancé, c'est pour ça qu'on a lancé en novembre et pas en octobre, parce que c'était le temps de créer l'interface utilisateur. Mais je pense qu'il n'a pas beaucoup dormi ces quelques mois non plus. Et du coup, j'ai le sentiment, tu vois, quand tu parles de ça là, j'ai vraiment la sensation que, enfin, on ressent que t'es ça, que ce produit c'est ton bébé, quoi. Il y a eu des critiques, du coup, qui t'ont blessé. Ouais. En fait, c'est très dur de pas le prendre personnellement. Là, tu as mis beaucoup de toi, quoi. J'ai mis beaucoup de moi et je me suis sentie tellement seule au moment du lancement MMP. Parce que normalement, dans une boîte classique, quand tu lances un produit, le produit, t'as toute une équipe produit. Moi, j'avais pas de produit, j'avais pas d'équipe produit. C'était toi. C'était moi l'équipe produit. Mais j'avais pas d'équipe commerciale non plus. J'avais pas de sale. Et ça, le CEO avait jamais... j'ai essayé de lui faire comprendre qu'il fallait, mais d'autres priorités, j'étais pas vraiment entendue. Et ce mois je me souviens, ce mois de novembre, donc l'idée c'était que je lance début novembre, que je fasse 3 présentations, une pour les personnes qui allaient le vendre derrière, donc l'équipe commerciale, j'en reviendrai après, une pour les utilisateurs internes et une pour tout le monde. Donc 3 présentations, et après, moi, donc avec ces présentations-là, l'équipe commerciale va pouvoir s'approprier le logiciel, et moi, je pars en vacances, parce que j'avais vraiment, vraiment, vraiment besoin de vacances. Donc on s'était mis d'accord. Surmenage. Ouais, enfin non, c'était... J'ai vraiment beaucoup travaillé, et même psychologiquement parlant, c'était très stressant. Et en fait, le problème, c'est que donc, l'équipe commerciale dont je parle ici, c'est l'équipe qui vendait des projets de construction. Donc c'est une équipe c'est pas du tout le même métier, quoi. C'est pas du tout le même métier, et c'est des gens qui étaient excellents dans l'aspect construction, mais très nuls dans l'aspect tech. C'est juste pas leur métier, c'est pas une critique ce que je fais. Donc là, grosso modo, ce que tu es en train de décrire, c'est que tu te rends compte que ça fait 3 ans que tu bosses sur un produit où il y a rien... Que personne ne sait vendre. Qu'il y a personne qui a anticipé Voilà. Et même tout ce qui est... La vente, l'exploitation du truc. Ouais, et même tout ce qui est retour utilisateur. Donc c'est à partir de ce moment-là, quand je lance cette interface-là, c'est là où j'ai tous les retours utilisateurs qui commencent à j'ai envie de dire me tomber dessus. C'est normal, c'est ce que j'ai. Ça, et puis pourquoi le bouton il est rouge, quoi. Exactement. ouais. Mais c'est vraiment, et c'est en fait c'est cette vague de retours utilisateurs que j'étais seule à gérer qui m'a complètement mis à terre, et là où je me suis sentie mais vraiment extrêmement seule à gérer tout ce retour, et avec des gens donc j'avais mis en place on avait un outil qui s'appelait Airtable, et j'avais mis une forme, on dit pas forme en français, un truc qu'on remplit. Formulaire. Un formulaire, exactement, un formulaire qu'on remplit, et ça automatisait les données pour moi, pour après que je puisse les traiter. Et il y avait des choses qui disaient, enfin des retours qui disaient non mais là ça marche pas, non mais là c'est de la merde, non mais là jamais vraiment les gens oublient qu'il y a quelqu'un qui lit derrière. Qui a bossé dessus. Ouais, et qui a bossé dessus pendant longtemps, et que c'est un premier logiciel, et que c'est un premier lancement, pardon. Du coup, forcément, c'est pas ouf, quoi. Mais c'était pas censé être une version commerciale, c'était censé être un MMP. Bref. Et en fait, je suis partie en vacances avec ma sœur. Donc après, voilà. Et j'ai un souvenir... heureusement qu'elle est qui elle est, parce que ce séjour-là, je me levais à 5-6 heures du matin pour bosser avant qu'elle se lève. Quand elle était réveillée,
Donc on n'est pas des lève-tôt dans la famille, c'est très bien. Mais quand on était réveillés, elle prenait son petit déj tranquille. Vers 10-11 heures, on sortait, on allait se balader. Et je rentrais, dès qu'on rentrait pour se poser avant dîner, j'étais sur mon PC. Dès qu'on rentrait après dîner, j'étais sur mon PC jusqu'à 1h, 2h du matin. Et c'était ça pendant toutes mes vacances parce que ça arrêtait pas. Et parce que j'avais personne derrière. Et donc quand je suis retournée bosser, j'ai fait un burn-out. J'étais complètement épuisée. Et j'étais complètement déprimée j'avais vraiment... En fait, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu un soulagement. Quand j'avais planifié tous les lancements, quand j'avais planifié ce MMP à l'été 2022 et que je m'étais dit on lance en novembre, première semaine ça va être ça, deuxième semaine ça va être ça, troisième semaine ça va être ça, donc je laisse 3 semaines entre le premier lancement et moi je pars en vacances, et la dernière semaine je pars en vacances. Je m'étais vraiment dit j'attends qu'une chose, c'est cette semaine de vacances. T'avais fantasmé ton planning et j'avais fantasmé mon planning, la semaine de vacances je me suis dit je prends même pas mon PC, je ferme tout, je me casse, salut bonsoir. C'était horrible. C'était vraiment horrible. Et en fait, je me suis fait cette réflexion-là. Donc, j'en ai parlé avec ma sœur. Je me suis fait cette réflexion. On parlait... J'ai appris très récemment que c'était un concept en français, le concept du bus ou la théorie du bus. Si tu te fais renverser par un bus demain et que tu es le seul à avoir développé ton bout de code, c'est pas bien, quoi. Bref. Donc, j'utilise beaucoup cette image, même avec ma boîte, en me disant... et je me suis fait la réflexion, mais si demain je me fais renverser par un bus, et sur ma pierre tombale, il y aura juste écrit « elle aura beaucoup travaillé ». Et j'ai trouvé ça tellement triste, tellement... c'était pas du tout... En fait, j'étais pas du tout la personne que je voulais être. Je voulais pas être cette personne qui part en vacances et qui travaille tout le temps. Quand ma sœur me parlait, je l'écoutais à moitié. J'étais pas là, vraiment. Et j'avais pas de... On me demandait qu'est-ce que tu fais dans la vie. Je pouvais en parler. Il n'y avait plus que t'es ça, quoi. Ouais. Complètement incarné par... Ouais, j'avais pas de loisirs, j'avais pas de... On me disait, qu'est-ce que t'aimes faire à part ton boulot ? T'avais pas de réponse ? Non. Je n'en ai aucune idée. Je ne savais pas ce que j'aimais faire et pas faire dans la vie. Et je pense que, rétrospectivement, je pense que moi, en tant que leader de mon équipe, j'étais pas du tout une bonne chef d'équipe à cette époque-là. Parce que ça sent quand t'es attaché émotionnellement parlant à ton produit autant que ça, tu projettes une attente absolument hallucinante, et les gens c'est des êtres humains, et je pense que j'étais pas cool, et je pense que j'étais hyper autoritaire et hyper stressée, donc c'est pour moi c'est pas du tout une bonne idée, même d'un point de vue business. Et du coup tu fais un burn-out, tu fais une prise de conscience, parce que burn-out après pendant 3-4 mois ou plus long, alors, je connais pas très bien j'ai pas été diagnostiquée, donc je suis pas je suis pas allée voir quelqu'un qui m'a dit vous êtes en burn-out, il va falloir s'arrêter, mais clairement j'étais un zombie en fait. Je pouvais pas me lever le matin. Je me souviens, il y avait des réunions où j'ai dû tout annuler parce que mon cerveau ne fonctionnait plus. Je pouvais pas réfléchir. Je me fritais beaucoup avec beaucoup de gens. Il fallait que j'aille... tout ce que je pouvais faire, c'est aller m'allonger et regarder le plafond, quoi. Donc, ça dure combien de temps, ça ? Pas très longtemps, en vrai. 1 semaine, 2 semaines. Et okay. Après... Donc du coup, c'est zombie, mais prise de conscience, en fait. Ouais. Donc c'est pas... ça a pas duré dans le temps, mais suffisamment pour que moi, je me fasse la réflexion de « faut que je change un truc. Faut vraiment que je change un truc, ça va pas. J'ai pas envie de... » Et même d'un point de vue business, je peux pas être la seule à tout faire. Encore une fois, si effectivement je me fais renverser par un bus, ils sont dans la merde. Vraiment, c'est pas pour un business, c'est juste pas une bonne idée d'avoir faut déléguer, et donc c'est là où et donc tu me disais si je voulais le rôle de CTO, et c'est à cette époque là où je me suis dit mais en fait là j'atteins les limites du possible, j'ai même pas envie de faire partie de l'équipe stratégique, j'ai pas envie de
Tu vois, Et pourtant, ça va arriver, non? Et pourtant, juste avant Noël 2022, bah, on me propose le rôle de CTO. Donc, 3 semaines après, Ouais. 3 semaines après tu fais le le zombie lancement. pendant 3 semaines et on te propose le poste de CTO. Exactement. En fait, je sais Complètement improbable. En vrai, je sais pas. Comme j'avais lancé le produit MMP et que j'avais une roadmap qui était, enfin, commençait à avoir quand même un rythme un peu bien, je sais pas à quel point ça s'est vu que j'ai fait un burn-out. Parce que moi, j'étais en vacances. Donc les gens, je travaillais comme si j'étais pas en vacances. Ça, personne, généralement, ça se voit pas forcément. Et quand je suis revenue, bah, je faisais semblant, quoi. Donc je sais pas à quel point ça s'est vu. Je sais que moi, je l'ai dit que ça allait pas et que je voulais que ça change. Et j'en ai parlé à un collègue qui, lui, était à l'équipe exécutive et je lui ai dit, ouais, mes ambitions ont vraiment bien réduit. Il m'a regardé, il m'a dit, t'es sûr de ça? Parce que je pense qu'ils savaient qu'ils allaient m'offrir le poste. Et donc c'est vrai que quand ils m'ont offert le poste juste avant Noël, bah, je me suis vraiment posé la question. J'avais pas envie de dire oui, mais j'ai dit oui parce qu'on ne dit pas non à un poste comme ça. En vrai. Ah, t'as dit oui, pas par envie finalement. Non. T'as dit oui parce que en fait c'était l'aboutissement de d'une envie qui avait duré longtemps. Bah en fait, je pense que avant j'avais envie pour les mauvaises raisons. J'avais envie pour le titre, pour Une part d'ego du coup. Ouais, bien sûr, complètement. Et sans vraiment comprendre ce que ça signifiait, sans vraiment comprendre les implications. Et là, c'est marrant parce que off record avant le podcast, tu me dis si je dis un mauvais mot, si je dis un mauvais truc, il n'y a pas d'ego. Tout. Bah non, mais en fait, il a disparu. Franchement, c'est en se prenant des claques dans la gueule que je sais pas, maturité, aucune idée, mais c'est vraiment. Bon, t'as trouvé les clés pour changer des trucs, quoi. Ouais. Et donc, ils m'ont proposé ce rôle-là. Et donc, du coup, quand ils m'ont proposé, j'ai vraiment mis du temps avant de répondre. Et c'est pour ça que j'ai posé aussi des conditions. Une des conditions... En fait, je venais de me promettre de regagner une vie sociale, regagner une vie personnelle, de rétablir un équilibre vie privée, vie pro. Et là, on me propose plus de responsabilités. Donc, moi, je me dis... problème. Et donc du coup je pose des conditions. Donc je dis qu'il va falloir que je recrute, va falloir que je délègue, va falloir que j'enlève cette dépendance avec moi. J'ai demandé un coach qui m'a vraiment beaucoup aidée. J'ai aussi moi dans ma tête le rôle de CTO était très large, donc ça incluait tout ce qui était GDPR. Oui, la RGPD, voilà. Les données personnelles, quoi. Exactement, mais pas que ça. C'est un... Enfin, plus largement parlant, moi, j'avais pas envie de me taper tout l'IT, tous les trucs comme ça. Donc ça, c'était aussi dans mes conditions. Ça m'intéressait pas. Et en fait, ils ont été quand même... ils ont tout accepté. Et le deal, c'était... tu continues dans ton rôle actuel, on va recruter pour que tu puisses déléguer et pour que tu puisses avoir plus d'espace. Mais ce qu'on veut, c'est que tu fasses partie du siège stratégique de la boîte et que tu participes aux décisions stratégiques de manière globale. Et donc, du coup, j'ai dit OK et j'y suis allée. Et en fait, pour moi, ça a fonctionné. Les 6 prochains mois, les 6 mois d'après? Ouais, entre début 2023, les 6 premiers mois de 2023, ça a complètement changé. Et on a lancé la version commerciale de Tessa en mai 2023. Je ne l'ai pas du tout vécu de la même manière. C'était... moi, j'étais vraiment très, très relax, très, très chill. J'ai recruté un product manager, j'ai recruté plusieurs personnes. L'équipe commerciale...
je me suis vraiment intégrée avec l'équipe commerciale pour les en former. En gros, il y a les patrons qui ont dit, au final, en te proposant le poste, en te disant... on a besoin de toi pour d'autres choses, il va falloir déléguer. Ouais. Et oui, puis c'était une manière de dire, quand même, beau boulot, et on va le commercialiser, quoi, maintenant. Quoi. On va mettre les moyens. Ouais. Fatalement, ça t'a Et détendu un peu. Ouais, et je pense aussi que la détente vient du fait que il y avait aussi un truc de... je me mettais énormément de pression parce que j'étais la seule à l'avoir vu et je savais pas comment les gens... Enfin, quand t'es dans ton produit, la tête dedans, la tête dans le guidon, tu ne réalises pas le travail que t'as abattu et tu réalises pas comment les autres vont le percevoir. Et donc moi, le problème au MMP, c'était ça. C'était que vraiment, d'autres gens allaient juger mon produit. Mais à partir du moment où le MMP a été lancé, et bah, tout le monde avait accès aux nouvelles versions de Tessa. On lançait en prod assez régulièrement. Et donc les gens voyaient les mises à jour et pouvaient tester. Et donc on a commencé à recruter des utilisateurs préférentiels pour pouvoir avoir un retour, mettre en place un retour. Enfin, il y a plein de choses qui ont été faites et les retours ont commencé à être vraiment extrêmement positifs aussi. Où on passe après les petits bugs et les petits soucis des premières interfaces utilisateurs et où on se rend compte que c'est un produit qui marche vraiment bien et qui a un potentiel de folie. Et ça, ça change tout parce que quand je suis arrivée même un mois avant le lancement commercial, tout le monde me disait que ça allait être un carton. Donc forcément, c'est beaucoup plus relax comme truc. Et donc on a lancé une conférence de construction en Angleterre, bref. J'y suis allée le premier jour pour voir comment ça se passait. Mais après, d'ailleurs c'est rigolo parce que j'ai refait une semaine, complètement coïncidence, mais j'ai refait une semaine de vacances avec ma sœur après. Et là, j'ai pas pris mon PC, c'était vraiment c'était le jour et la nuit, quoi. Et je fais un petit fast-forward parce que du coup, bon là on est fin début 2024. Et du coup, la mauvaise nouvelle du jour, c'est ça ? Dans la construction, il y a quand même des difficultés depuis remontée des taux, tout ça, machin, depuis un an et demi. Donc ça se, tu vas expliquer, mais financièrement, ça se passe pas très bien. Non, ça se passe très mal. Alors, en gros, on a fait notre série A, donc levée de fonds série A. On l'a fini en août 2022. Et août 2022, c'était 6 mois après que tous les marchés se sont vraiment effondrés. Donc c'est début 2022, les marchés de VC se sont vraiment écroulés, notamment en Angleterre à cause de ce que tu dis, donc les prêts immobiliers, politiquement parlant, ça n'a pas aidé, mais c'est la guerre en Ukraine, surtout. Le post-Covid, le Brexit qui venait en application, et la guerre en Ukraine, ça fait un petit... Non, pas un petit, c'était vraiment une catastrophe. Et on a mis beaucoup plus de temps que prévu à faire notre série A, dans des conditions, dans des termes qui étaient beaucoup plus stricts que ce qu'on aurait aimé pour nous. Donc on a réussi à lever des fonds, pas à des termes très avantageux, mais on a quand même réussi. En août 2022, on savait qu'on avait un runway de 18 mois. Donc en novembre 2023, plus de sous. Ça, on le savait, c'était une donnée, vu qu'on n'avait pas de revenus. Vous n'étiez pas au seuil de renta. On n'était pas, non. Donc du coup, c'est un cash flow, c'est des calculs, modèles financiers qu'on savait. Et on a, donc début 2023, donc moi, ce que j'ai expliqué depuis le début du podcast, c'est vraiment ce qui se passait pour Tessa. Et Tessa, pour moi, c'était un gros succès à partir du moment où on a lancé commercialement parlant toutes les conversations qu'on avait, toutes les relations clients, tous les projets qu'on pouvait négocier, s'articuler autour de Tessa.
il y avait énormément d'intérêt, beaucoup de gens qui voulaient en profiter. Et donc pour ça, ça a très bien fonctionné. On a même, en décembre 2023, on était sur le point de signer un contrat avec Waits, qui est une boîte de construction très établie aux États-Unis, pour adapter Tessa au marché à faire des écoles, en gros, avec leurs produits physiques à eux. Donc c'était vraiment le début d'une très belle aventure. Or, la boîte à l'époque, c'était pas juste Tessa, il y avait aussi l'aspect construction. On avait aussi ouvert une équipe, un bureau à Seattle, aux États-Unis, donc en 2021, je crois. Autant mes collègues américaines étaient vraiment géniales, très intelligentes, très performantes, autant, encore une fois, on a juste trop fait. Notre ambition était trop grande par rapport au capital qu'on avait en réserve, et on n'a décroché aucun projet aux États-Unis. Les salaires sont très élevés là-bas, donc c'était un gouffre financier, cette équipe aux États-Unis, un gouffre financier sans fond. On avait un projet de construction à Bristol de 12 appartements. Pareil, c'était un gouffre financier, c'était pas un projet qui était adapté à notre produit physique. On brûlait, on avait un burn rate de 1,5 million par mois, enfin, c'était vraiment énorme. Et ce qui fait qu'on n'a pas réussi à lever des fonds à temps. Donc en novembre 2023, nos caisses vides. Chômage économique pour tout le monde de décembre 2023 et fin de l'aventure. Rideau. Bonsoir. Fin du podcast, générique de fin. Bam. Bam. Mais voilà. Du coup, psychologiquement, tu le gères comment? Parce que c'est ton bébé, ça t'a incarné, ça t'a amené à puiser mentalement. Donc se dire, en fait... Rideau, c'est fini. En fait, très mal au début. Je vais pas mentir. Là, on est le 1er février, je crois. 2 février. 2 février. On est le 2 février, donc j'ai un peu plus de recul sur la situation. Là, honnêtement, là, moi, ça va. J'ai remonté la pente. T'en as chialé, quoi. Ah ouais. Ah non, mais toutes les larmes de mon corps. Bien sûr. C'était... début décembre, quand la nouvelle est tombée, c'était pas non plus une surprise, je savais qu'il y avait un Renoir et tout ça, mais j'y croyais tellement. Je croyais tellement qu'on allait réussir à lever des fonds. Je croyais tellement qu'on allait réussir. Enfin, pour moi, c'était impossible qu'un logiciel avec ce potentiel-là et avec ce retour des gens qui l'utilisaient, les utilisateurs, le marché, qui étaient tellement enthousiastes par rapport... Enthousiaste. Ouais, enthousiaste par rapport à cette techno-là. C'était impossible que ça coule pour moi. C'était pas... non. Et donc du coup, au début, j'ai essayé de me battre pour essayer de voir si je pouvais pas faire quelque chose. Et en fait, c'est à partir de mi-décembre où enfin, il y a des étapes dans le grief, et où j'ai vraiment réalisé que voilà, c'était mort là. Ouais, c'était quand les vannes se sont ouvertes, c'était vraiment très très difficile. J'ai pas passé un Noël choupi, ça c'est sûr. Mais là, en fait, j'ai réussi à faire le bilan, j'ai réussi déjà là d'en parler pendant 1 heure, c'est super intéressant. Et en fait, en discutant avec d'autres gens, en discutant avec des gens de l'industrie, on se rend compte de tout ce qu'on a fait, on se rend compte que c'est des compétences que j'ai acquises, c'est un savoir que j'ai acquis, c'est des liens que j'ai noués avec mon équipe qui sont vraiment très très forts. Et un respect mutuel qu'on a construit, et tout ça, que la boîte ait fait faillite ou pas, c'est des choses qui restent au final. Et même maintenant, d'un point de vue technologie, d'un point de vue produit, je suis persuadée qu'il y a quelque chose à faire. Donc que ce soit moi qui le fasse potentiellement en recréant ma boîte, ou que ce soit quelqu'un d'autre en rachetant la propriété intellectuelle, ou je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal. Je suis persuadée que ça va arrêter. Tu repartirais sur un projet similaire? Ou t'as pensé au futur? Ouais. Là, je suis...
j'ai deux options. Soit je fais quelque chose de complètement... J'ai deux trajectoires, on va dire. Soit je fais quelque chose de complètement différent et j'essaye de même rentrer en France. C'est quelque chose que j'ai vraiment considéré. Donc, ouais, je fais quelque chose de différent et j'essaye de mettre en application ce que j'ai appris sur un autre produit qui n'est pas forcément le mien. Mais je serais ravie de rejoindre une équipe. Ou alors, je remonte ma boîte et je continue. Sur projet... Donc pas Tessa, parce que j'aurais pas le domain name. Mais je sais qu'une partie de mon équipe serait prête à me suivre. Je sais que j'ai les connaissances. Là, à l'heure actuelle, si mes leads me suivent, je pense qu'en 3-6 mois, je peux être live. Donc, oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas faire ça ? Et moi, j'avais vraiment la vision de l'écosystème. Donc, Tessa, c'était le produit physique de cette boîte lié à l'automatisation de l'étude de faisabilité. Les deux étaient couplés. Moi, ma vision et ce qu'on voulait faire avec le contrat avec Waits, c'était de découpler les deux entités et de pouvoir utiliser d'autres produits physiques, d'autres sociétés modulaires, et donc d'avoir accès à plus de différents types de construction. Donc pas juste dans la résidentielle, mais par exemple faire des résidences étudiantes qui sont très adaptées à la répétition, des hôtels, même des prisons, des écoles, tout ce genre de choses pour pouvoir avoir un écosystème, donc une plateforme web qui est beaucoup plus flexible et beaucoup plus, qui a une part de marché beaucoup plus grande que ce que Tessa avait avant. Donc ça, pour moi, ça a toujours été la vision du produit. Bah, pourquoi pas faire ça ? Ok, bah écoute, ça peut être pas une phrase de fin toute fin, parce que j'ai 2-3 questions encore pour toi. Mais c'est une belle note positive en tout cas. Donc il va falloir me réinviter voilà. dans 6 mois, dans 1 an pour savoir où je suis. Pour savoir ce que j'ai fait. fait. Exactement. Je t'amène sur les quelques dernières questions du coup. Je sais pas si tu les as en tête, mais elles reviennent souvent. Hein. Est-ce que tu as un surnom ? Co. Parce que alors c'est très très pratique. Un rapport avec ton prénom. Pas pratique. Oui. Non, mais c'est parce que Coraline, ça n'existe pas en Angleterre. Quand tu t'appelles Coraline Faury et que tu débarques à Londres, c'est compliqué. C'est déjà Coraline en France, c'est plus Coralie Caroline. Mais en Angleterre, en plus moi je l'anglicise pas mon nom. Donc vraiment je me présentais en disant Coraline Faury, les gens me regardaient, c'est quoi ce son qui émet de ton corps ? Chelou. Ouais, exactement. Donc très 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 rapidement, même professionnellement parlant, mon CEO, mes clients, tout le monde m'appelait Co. Les investisseurs, on m'appelait Co. Ok, c'est efficace quoi. C'est efficace. C'est efficace. C'est très efficace. Ouais. Est-ce que tu as un des proverbes, des expressions qui t'accompagnent ? Alors c'est pas un proverbe en tant que tel, c'est plus un mantra, on va dire. Moi, j'ai envie de parler du karma. Rassure-toi, scientifiquement parlant, je n'y crois pas du tout. Je ne crois pas du tout au karma. Et les dernières semaines m'ont prouvé que c'était même plutôt l'inverse. Mais je me dis que si l'intégralité des gens sur cette planète croyaient au karma et agissaient comme si le karma existait vraiment, on vivrait sur une meilleure planète. Voilà, donc c'est mon mantra. Okay. Je fais comme si le karma existait. Ok, ça marche, c'est joli. Est-ce que tu penserais à un titre pour cet épisode ? Oh, waouh ! J'avais oublié cette question-là, effectivement, tu la poses à chaque fois. Je te propose un truc ? Vas-y. Je suis pas bonne niveau titre. Tu viens de parler de karma. Ouais. J'ai parlé de burn-out, j'ai parlé de faillite. Moi, je dirais incarné, désincarné, réincarnation à venir, un truc comme ça. Waouh, ok, profond. C'est un peu long. Allez. Mais Allez, partons là-dessus. Ouais, je suis pas très bonne à donner des titres. C'est pas mon. Faut savoir quand t'es doué, quand t'es pas doué. Là, on part sur un truc comme ça. C'est bien. Ok. Ça me va. Est-ce qu'il y a une dernière question que je t'aurais pas posée et que t'aimerais qu'on aborde ou...
Ouais, parce que Ouais. je trouve ça mignon. C'est d'où vient, Vas-y, alors. d'où vient le mot, le nom Tessa. Je crois que j'en ai pas parlé. D'où vient le nom Tessa? Voilà. Alors, TESA, officiellement, c'est un acronyme qui veut dire Technology Enabled Solution for Sustainable Architecture. Ouais. À mes souhaits. Et officieusement. En fait, c'est le nom de ma nièce qui a le même âge que le logiciel. Et donc, du coup, quand il a fallu trouver une marque pour le produit commercial, donc une marque, on a cherché plusieurs choses. Une collègue à moi a pensé au... Il y a un verbe en anglais qui se dit tessellate. Donc, c'est des tesselles, c'est des formes géométriques. Et tessellate, c'est de mettre en place ces formes géométriques pour créer un motif, un pattern. Ça, c'est un verbe qui se dit tessellate. Donc, c'est très adapté à notre logiciel. Et en fait, on a essayé de trouver un jeu de mots qui partait de ça. Et moi, comme ma nièce s'appelait Tessa, j'ai dit, on n'a qu'à l'appeler Tessa. Voilà. Et donc, c'est super de... Enfin, encore une fois, c'est encore un peu de moi qui est dans le logiciel. Mais par contre, quand ta boîte cool et qu'à Noël, tout le monde dit Tessa, viens ici, c'est un peu moins cool. Du coup, je sais pas si je conseille de faire ça à l'avenir. Bon, en tous les cas, ça confirme un projet qui t'a bien incarné, quoi. Voilà, exactement. Et merci d'être venu en parler. Mais pas de problème, merci de m'avoir invité. Et puis, le champ des possibles est ouvert, donc je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup. Salut. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.